émission Opinion. Cette semaine, nous recevons sur ce plateau l'honorable député Malick Gueye, chargé de la formation et de l'encadrement des jeunes du Grand Parti, député à l'Assemblée nationale. Bonjour et bienvenue, honorable. Bonjour, madame. Je vous remercie de l'invitation et saluer vos téléspectateurs. Oui, alors très brièvement, Malick Gueye, vous êtes financier, étant ingénieur en banque finance depuis 2006, militant de l'AFP. Dès sa création en 1999, vous avez eu à être le secrétaire général du dit parti en 2011, chargé des jeunes, bien sûr, conseiller technique du président Moustapha Niasse à l'Assemblée nationale de 2012 à 2015. Vous avez en même temps quitté cette formation politique pour suivre Malick Gakou au Grand Parti, 9e sur la liste de la coalition Manko Taxawu Sénégal aux législatives de 2017. Vous avez intégré l'hémicycle après la radiation de Khalifa Sall en janvier 2019. Est-ce suffisant pour vous introduire? Oui, c'est ça. Exactement. En tout cas, on est très ravis de vous recevoir sur ce plateau d'opinion. Tout d'abord, après une séparation brutale à l'AFP, comment gérez-vous ces retrouvailles à l'Assemblée nationale avec votre ex-mentor politique Moustapha Niasse? Bon, déjà, je voudrais vous remercier de la question qui me semble être une question politique, mais une question d'intérêt en perspective. Parce oui. que, au-delà en amont, les débats qui se sont passés sur les retrouvailles politiques, tout ça, c'est une question d'actualité. Mais je veux préciser que moi, je n'ai jamais été dans je dis, la politique de l'opposition du cœur. Je n'ai jamais cru que la politique, en fait, les contradictions antagonistes qu'on avait étaient des antagonismes profonds. Moi, j'ai toujours cru que, en réalité, on avait des positions de principe qu'on défendait. Maintenant, après les positions de principe, il y a l'humanité qu'il faut préserver. C'est pour cela que je dirais, et je l'ai toujours dit, que Moustapha Niasse restera notre père. Oui. Il nous a formés, je vous dis, à surfer un peu dans la politique. Oui. Je pense qu'on lui doit une reconnaissance quand même par rapport à cette formation-là qu'il nous a donnée. Maintenant, bon, ne pas insulter l'avenir, parce qu'on ne sait pas, on ne sait jamais. Ah oui? Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut comprendre que nous avons pensé que, en fait, dans un contexte de perspective, pourquoi pas demain ne pas aller vers ce regroupement de la grande famille socialiste. Donc, dans ce contexte-là, je pense qu'il a un rôle à jouer et bon, peut-être nous souhaitons qu'il joue ce rôle-là. D'ailleurs, il y a quelques semaines, votre leader Malick Gakou avait évoqué ces possibilités de retrouvailles entre vous du Grand Parti et Moustapha Niasse de l'AFP. C'est vrai que ça a été un débat qui a un peu été alimenté dans la presse pendant une semaine d'ailleurs. Moi, j'ai été interviewé par plusieurs télévisions, par plusieurs radios, par plusieurs organes de presse sur la question. Je pense qu'il y a eu une réaction du porte-parole de l'AFP, mon frère et ami Malick Diop, qui a donné une appréciation en fait de sa lecture politique qu'il avait de cette situation-là. Oui, et vous? Mais moi, j'avais précisé quand même qu'il n'est pas possible pour nous de revenir à l'AFP. Pourquoi? Parce que nous, on a déjà un parti. On a un parti qui a sa représentation au niveau national, dans les départements, partout. Aujourd'hui, je pense que ce qui est possible, c'est dans le cadre d'un rassemblement sous forme de coalition pour espérer regrouper, je vous dis, la famille socialiste. C'est possible parce qu'il y a des rassemblements organiques, il y a des rassemblements également sous forme d'entités organiques qui se regroupent pour faire une coalition. Oui. Donc je pense qu'aujourd'hui, si nous nous accordons sur un projet de société clair, sur une plateforme politique, une plateforme en termes de proposition, pourquoi pas ne pas faire revenir la bipolarisation, parce qu'en démocratie, on démarre par le multipartisme, mais on termine par la bipolarisation. C'est ce qui se passe aux États-Unis, où il y a deux grandes forces. Ce ne sera pas facile au Sénégal, parce qu'il y a beaucoup de partis. Mais il y a les libéraux qui sont en train de se regrouper. Mais je pense que la balle est dans le camp des socialistes. Parce qu'il nous faut un projet socialiste, un projet social-démocrate pour aujourd'hui intégrer le fait qu'il y a 70% de pauvres qui doivent être intégrés dans une dimension socialiste. Je vous dis, le monde du rural, quand on calcule un peu tous ces programmes économiques qui sont en train d'être exécutés, je pense qu'il serait nécessaire quand même qu'on essaie de penser
sous forme de projet de société socialiste. Maintenant, il ne faut pas mettre les contenus avant les contenants. La personne qui va diriger ça, c'est moins important que les programmes qu'on doit mettre en place. Oui, d'ailleurs, Khalifa Sall en a parlé au cours de sa conférence de presse. Il dit être membre de la famille socialiste et il est pour peut-être les retrouvailles socialistes. Non, mais tout le monde en parle. C'est que, en fait, aujourd'hui, c'est que tout le monde en parle. Oui. Mais est-ce qu'on doit dépasser cette phase d'en parler pour aller vers une phase de concrétisation? C'est ça qui est intéressant. Moi, personnellement, je lui ai en parlé quand je suis parti le voir chez lui après sa sortie. Oui. On a échangé. Il y a les intentions qui sont là, mais il manque d'actes concrets. Je veux dire, il faut quand même qu'on s'oublie. Parce qu'en politique, il y a, en fait, si on s'accorde sur un programme de société, sur un projet de gouvernance, sur un contrat de mandature, la personne qui doit diriger en fait ce projet ou ce contrat de mandature, moi je pense qu'il est moins importante que en réalité le programme proprement dit. Je veux dire, aujourd'hui, moi je pense qu'on peut aller même vers des primaires, pourquoi pas, si on regroupe tout le monde. Des primaires socialistes. Des primaires populaires, c'est possible, tout à fait, parce que ça se fait en France. Le Parti socialiste, la famille socialiste, bon, il y a des mécanismes d'organisation politique qui peuvent nous mener à ces gens de faire participer également les populations dans ce choix des personnalités qui doivent diriger, je veux dire, les entités politiques, les entités sous forme de regroupement. Je pense que ça peut aussi présenter un nouveau caractère inclusif en fait dans la responsabilisation en amont des personnalités politiques au niveau des formations. Oui, vous faites partie des députés non inscrits à l'Assemblée nationale. Pourquoi la coalition Taxawu Sénégal ne se range pas du côté de l'opposition parlementaire à l'image du groupe parlementaire des Libertés et Démocratie? Vous savez, moi je pense qu'il faut comprendre que, on a oublié, moi j'étais plénipotentiaire des non-inscrits dans la commission de réforme du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Avec la présidente Aïda Mbodj, on a travaillé pendant un mois sur le nouveau règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C'est pour cela que, quand j'ai porté le projet du troisième groupe parlementaire, tout le monde pensait qu'en fait je travaillais pour moi. Je voulais diriger le groupe parlementaire des non-inscrits. C'était pas ça. Moi, ah oui, vous avez apporté un projet de troisième groupe parlementaire. On a porté ce projet du troisième groupe parlementaire. C'était pour équilibrer, pour revenir à votre question, c'était pour que le débat parlementaire puisse être équilibré. Parce qu'on a constaté que le débat parlementaire, bon, en fait, est un peu, je dirais pas dans les caniveaux, mais bon, c'est pas un débat quand même qui rehausse le niveau parlementaire dont le Sénégal doit se rehausser. C'est pour cela que nous on a dit que les non-inscrits, nous avons noté des compétences dans ce groupe des non-inscrits. Des anciens ministres, des anciens présidents d'institutions, de personnalités économistes, bon, qui sont vraiment épris de leur domaine et de leur secteur. On a dit que, mais écoutez, si le pouvoir, en fait, crée le cadre pour qu'on aille vers ce triumvirat, mais je pense que tant mieux pour nous tous, parce que ça va nous permettre d'équilibrer le débat politique à l'Assemblée nationale et d'organiser encore le temps de parole, d'organiser la participation des députés non inscrits dans le débat parlementaire. Mais malheureusement, bon, ils ont pensé que le groupe va être dirigé par peut-être Malick Gueye ou Déthié Fall. Bon, Malick Gueye, il est du grand parti, Déthié Fall est de Rewmi. Bon, voilà, donc faisons tout comme pour qu'il n'y ait pas de groupe. La veille, on a eu 16 députés qui étaient d'accord. Le matin, on a eu presque 17 députés la veille. Alors qu'il faut 15. Mais le matin, on s'est retrouvé à 12 députés. Maintenant, bon, faites la soustraction, vous allez voir. On a vu Cheikh Tidiane Gadio rejoindre la majorité. Il était avec nous. Il était avec vous dans le groupe des non-inscrits, mais il a rejoint la majorité. Le lendemain, le jour même de l'installation du bureau. Et la veille, vous avez eu son aval? Tout le monde était d'accord la veille. Ça, c'est une confidence. Moi, vous savez, souvent je sors des confidences pour parler directement au Sénégal. Il faudrait que les populations puissent savoir ce que font les représentants. Tout le monde est d'accord. C'est notre tata Sokhna Diembacké que je salue, son courage. Elle avait donné son aval. Elle n'avait pas donné son accord. Elle n'avait pas donné son accord, mais on est 19 non inscrits. Donc il y avait seul Sokhna Diembacké qui n'était pas d'accord. Tous les autres. Notre Ablaye Baldé, Cheikh Tidiane Gadio, tout le monde était d'accord. Maintenant, c'est le jour même le président du groupe parlementaire, Aymérou Gningue, était d'accord pour qu'on sur le principe, parce qu'il me l'a dit. Donc voilà, donc sur le principe, il ne voyait pas d'inconvénient
qu'on mette en place ce troisième groupe parlementaire qui devait être un groupe parlementaire hybride de contribution. Parce qu'on a présenté ce projet comme ça parce que il y avait des députés qui étaient apparentés au pouvoir et des députés également de l'opposition. Donc on ne pouvait pas faire un troisième groupe d'opposition, c'était pas possible. Bon, certains membres de l'opposition ont critiqué ma position quand j'ai défendu ça en tant que porte-parole des non-inscrits à la plénière, mais ils n'avaient pas compris parce que moi, ce projet, on l'a fabriqué comme ça. Parce qu'on l'a fabriqué pour que le dénouement puisse être un dénouement positif. Donc, mais malheureusement, le pouvoir n'a pas... Il y a eu des défections entre-temps. C'est le pouvoir qui n'a pas voulu qu'il y ait un groupe parlementaire, comme me disait l'autre. Bon, si le pouvoir ne souhaite pas que vous ayez un troisième groupe parlementaire, vous n'en aurez pas. Donc, et tel a été le cas. Et puis c'est dommage pour l'Assemblée nationale, parce que c'est un groupe qui devait normalement participer à lancer un peu le débat, à approfondir les discussions, approfondir la représentation nationale et internationale, approfondir même la publication en termes d'idées au niveau de certains séminaires au niveau de l'Assemblée nationale. Mais on ne nous a pas permis ça parce que, bon, vous savez, en fait, dans l'organisation de l'état d'esprit de l'Assemblée nationale, il y a trop de politique. Il y a trop de politique. Voilà. Et qu'est-ce qui vous empêche d'aller rejoindre le groupe parlementaire de l'opposition qui incarne l'opposition dans l'Assemblée? Non, en fait, moi je comprends, au-delà de ça, je pense qu'il serait intéressant quand même qu'on puisse aller vers un grand groupe parlementaire de l'opposition, mais pas un groupe parlementaire déterminé par une position politique claire. Je veux dire, aujourd'hui, il faut comprendre que nous, le PDS, c'est un grand parti. Bon, il a déjà ses alliés au niveau de la coalition. Donc nous, je pense que ce qu'il faudrait penser faire, c'est aller dans l'avenir à former un grand groupe parlementaire de l'opposition, mais un groupe parlementaire de l'opposition dirigé quand même par, en fait, quelqu'un qui pourrait rassembler tout le monde. Je ne veux pas dire que Cheikh Mbacké, le président du groupe, ne peut pas diriger, loin de là, mais je pense que dans un contexte d'avenir, il faut penser, oublier même l'orientation en termes de politique des partis politiques et aller vers, en fait, cette prise en compte de toutes les personnalités, toutes les sensibilités en termes de compétences, pour les intégrer dans le groupe et chercher, en fait, à avoir une position commune par rapport à la représentation nationale. Oui. Avec l'ouverture de l'année parlementaire, le règlement intérieur a été changé. Qu'est-ce qu'il faudra retenir sur cette mue? Bon, déjà, c'est une question que, en fait, peut-être je ne dirais pas je serai à l'aise de répondre à cette question, mais comme j'ai participé à faire le règlement intérieur dans le groupe des 11 députés qui étaient choisis pour faire le règlement intérieur, bon, je peux quand même donner, en fait, un tableau de bord, je veux dire très simple, un tableau de bord très simple pour dire que ce qui est positif et ce qu'on a voulu faire est, bon, je ne dirais pas négatif, mais ce qui n'a pas été retenu par la majorité. Vous savez, nous sommes malheureusement dans un parlement à caractère majoritaire, donc on ne peut pas forcer les choses. Il y a une majorité il y a une majorité qui se dégage. Dans les commissions, les majorités se dégagent. À la plénière, les majorités se dégagent. Dans les séminaires même, les majorités se dégagent. Parce que dans la représentation du comité paritaire, il y avait 6 de Benno Bokk Yakaar, 3 de l'opposition et 2 de non inscrits. Donc chaque fois il y a la majorité qui porte une position. Ils sont supérieurs. Mais je vais démarrer par ce qui est intéressant dans le nouveau règlement intérieur, c'est ce comité, la mise en place de ce comité d'évaluation des politiques publiques. D'ailleurs, si aujourd'hui on a versé un peu dans le consensus, je veux dire, pour voter à l'unanimité ce projet de règlement intérieur, c'est parce que l'État a montré une volonté d'aller vers l'évaluation permanente des politiques publiques. Mais est-ce que cela va se concrétiser? Écoutez, dans l'action surtout. Dans l'action, on verra, parce qu'il y a trop de choses qu'on a écrites et qu'on n'a pas fait. Comme disait l'autre, le problème c'est que on doit plus évaluer les actes que, en fait, l'espace de règlement, l'espace de programme. Mais ce qui est intéressant dans ça, c'est-à-dire que ce comité va échapper aux politiques. En quoi? Je veux dire, dans son organisation, en fait, va quand même évaluer d'une manière permanente les projets de l'État. Et puis ça nous permettra, nous, acteurs politiques, d'avoir les éléments d'exécution des projets de l'État sur l'année. C'est-à-dire pour sur tous les ministères, on aura des éléments quantitatifs sur les projets de l'État. Et puis ça va aider tout le monde, ça va aider l'opposition, ça va aider le pouvoir
avoir, parce que bon, vous avez le conseil des ministres décentralisé qu'on a il y a 3 ans, 2300 milliards à Ziguinchor, 1500 milliards à Kaolack, bon, 700 milliards partout. Ouais. Maintenant, il faut que l'État nous dise. Une plus de milliards dans le Sénégal. Si, ce comité pourrait évaluer combien de milliards on a mis en Saint-Louis. À Saint-Louis, c'est les 1000 milliards et les 2500 milliards de la région de Dakar. Donc voilà, au moins on aura l'information. C'est que s'ils nous permettent, et puis on a dit que ce comité va être co-présidé par un député du pouvoir et un député de l'opposition, mais tant mieux. Ça va nous permettre aujourd'hui d'avoir une seule commission à l'Assemblée nationale où en fait on aura une représentation paritaire en termes d'opposition et de la majorité. Équilibré. Donc ça c'est ce qui est positif dans le projet de règlement intérieur. Oui. Ce qui me semble n'intéresse pas les Sénégalais, c'est en fait cette augmentation à 14 commissions. Oui. Je pense que c'est quand même... Est-ce que c'est pertinent? Non, au-delà, ils ont donné l'exposé des motifs sur la base, il y a du pétrole, du gaz, donc il faut une commission de pétrole et du gaz. C'est cette commission qui a été confiée à Abdoulaye Baldé, donc bon, qui a été ancien ministre de l'Énergie et des Mines, donc qui est une personnalité qui peut gérer cette commission, qui peut vraiment produire. Il me semble que bon, peut-être il va sortir de l'environnement politique pour être dans la technocratie. Parce que c'est une commission d'actualité, c'est une commission d'avenir, c'est une commission également de perspective. Parce que les Sénégalais nous attendent sur ça. Maintenant... Mais là, il est dans le groupe Benno Bokk Yakaar. Il est apparenté au groupe Benno Bokk Yakaar. Il n'est pas dans le groupe, mais il est apparenté. Parce que les non-inscrits... Tu peux être non inscrit et être apparenté, mais ne pas intégrer le groupe. Abdoulaye Baldé n'a pas intégré le groupe de Benno Bokk Yakaar, mais il est apparenté, c'est-à-dire il est plus proche de Benno Bokk Yakaar qu'un autre groupe du PDS. C'est ça qu'on peut l'expliquer comme ça. Mais bon, moi je pense que nous sommes dans cette commission avec lui. On va travailler pour avoir les données, parce que il y a le temps de la politique et le temps de collecter les vraies informations. C'est-à-dire nous aujourd'hui, pour construire un programme sur 2024, 2025, 2030, il faut d'ores et déjà qu'on sache la vérité et toute la vérité. C'est-à-dire c'est cette pertinence peut-être de la commission pétrole et énergie. Maintenant, bon, on comprendra que les autres commissions, souvent, c'est pour caser une clientèle politique. Parce que, bon, déjà, on avait 11 commissions, il y a 3 commissions qui ont été créés, responsables de l'APR, qui vont prendre ces commissions. Et bon, je disais au président Nying la fois passée, bon, nous en séminaire, pour mettre en place le règlement intérieur, bon, on a trouvé un compromis qui a mené à un accord sur le règlement intérieur. On a fait des propositions, vous avez retenu vos propositions, vous les avez exécutées, mais vous nous avez intégrés dans un environnement d'espérance pour nos propositions, et à la fin, nos propositions n'ont pas été retenues. Je ne peux pas parler de trahison, c'est tout, le mot est trop. Lesquels n'ont pas été retenus? Non, je veux dire, notre projet de troisième groupe parlementaire, oui, ça a été accepté en commission, par tous les membres de la commission. Ils m'ont encouragé même dans mon projet. Il y a des députés de la majorité qui m'ont encouragé. C'est bien Malick, il ne faut pas aller vers une bipolarisation du débat politique à l'Assemblée nationale. Mais en fin de compte, bon, je ne peux pas dire que en fait, la décision ne venait pas d'eux, parce que bon, nous comprenons que la décision venait du palais. Du palais, de l'exécutif. De l'exécutif, donc bon, c'est ce qu'on a compris. Et puis, c'est pour cela que, franchement, en fait, on ne leur reproche rien du tout. Parce que moi, depuis que j'ai compris que, en réalité, certains décideurs ne décident pas, en fait, je ne me fâche pas contre eux. Ah, donc, à l'Assemblée nationale, bon, les membres du bureau, les secrétaires et autres... Et même le président ne décide pas. Non, mais écoutez, je veux dire, bon, attends, on parle de la séparation des pouvoirs. Oui. Mais ce n'est pas une réalité. Ah oui, c'est le cas contraire. Ils vous diront toujours que le président Macky Sall est le président de la majorité. C'est ça qu'ils vont... Et puis, on ne peut pas refuser ça. Parce qu'il dirige en même temps le pays, mais il dirige la majorité. Donc, c'est tout à fait normal qu'à chaque ouverture de session, qu'il fasse une liste pour dire que, mais voilà, tel est président de l'Assemblée nationale, tel est vice-président, tel est commission. Même dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, c'est les députés qui doivent élire les présidents de commission et les membres du bureau. Maintenant, bon, je ne dirais pas que c'est le président qui les nomme, mais bon, ça c'est trop dire, mais bon, écoutez, dans la réalité des faits, nous savons que, en fait, les responsabilités sont données par la majorité
par la majorité présidentielle et notamment par le président de la majorité présidentielle. Oui, l'ex-député Thierno Bocoum note que ce nouveau règlement intérieur fragilise davantage l'Assemblée nationale. Est-ce votre avis? Non, mais le règlement intérieur n'est pas important en fait, je veux dire, dans l'organisation de l'Assemblée nationale. Moi, je pense qu'il faut aller vers le code électoral. Parce que la manière dont on élise les députés au Sénégal, il faut revoir ça. Ouais. Parce que nous avons proposé au niveau du grand parti, c'est le programme qu'on a basculé dans le programme de notre candidat Idrissa Seck, on avait proposé qu'on aille vers le deuxième tour intégral, qu'on supprime la liste proportionnelle, qu'on aille vers en fait des députés dans les départements. Ouais. On a 150 députés, on dira que Dakar, on a 10 députés dans la région de Dakar. Ouais. Maintenant, les listes se présentent à Dakar. Bon, mais avec la majoritaire aussi, le système Raw Gaddu est décrié par beaucoup d'acteurs. Mais il y aura proportionnel dans la majoritaire. C'est-à-dire il y a le système proportionnel, ça veut dire si deux listes viennent devant, bon, en fait, on les donne le nombre de députés prorata de leur suffrage. Par exemple, Dakar, vous pouvez dire qu'il y a 3 listes. Bon, la première liste à 20%, l'autre liste à 19%, 15%. Mais on donne 20% de députés à la première liste, 15% de députés sur les listes députés à la deuxième liste, et je veux dire 10% de députés sur la troisième liste. Ça, c'est le système majoritaire intégral. Mais ça pourrait permettre une représentation harmonisée des députés de l'Assemblée nationale, et aussi ça va permettre je veux dire, aux personnalités qui ne sont pas dans les partis politiques, d'être candidats dans certaines régions et d'être députés et de représenter leur région là-bas. Mais vous savez, la manière dont les députés sont élus, si on ne change pas ce système, vous verrez toujours des députés qui viendront vous dire, moi je suis le député du président de la République, donc je fais tout ce qu'il veut. Donc le règlement intérieur n'a pas d'importance dans le fonctionnement de l'Assemblée? Non, je veux dire, si on veut régler le problème dans sa profondeur, il faut toucher le système électoral. Pour que, et puis, je ne dirais pas aller vers le profilage des députés. Nous avons une loi des finances rectificative. Moi, j'ai reçu plus d'une quarantaine de documents de 50 pages. Je veux dire, c'est qu'il faut exploiter, qu'il faut étudier, qu'il faut lire. Avec des termes assez souvent compliqués. Difficiles même à comprendre pour les analystes financiers. Donc aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'il faut aller vers le profilage du député, mais quand même il faut aider le député dans son environnement en termes d'assistance parlementaire, en termes d'accompagnement de personnalités qui sont autour de lui, pour l'accompagner à mieux comprendre, sa mission de représentation nationale. Voilà. Oui, comme vous êtes expert financier, la session budgétaire s'ouvre avec 2 lois de finances rectificatives, lesquelles pour savoir? Déjà, il y a une première loi rectificative qui a été votée au mois de juin, ou le 8 juillet, pour anticiper sur le déficit budgétaire de 300 milliards, parce que cette période, au 30 juin, on était à 100 milliards de déficit budgétaire, qui devait aller à 300 milliards au 31 décembre 2019. Donc l'État a équilibré ses comptes pour résorber ce déficit budgétaire. Et je pense que ce qu'il faut analyser dans ce déficit budgétaire, c'est que, en fait, ils n'ont pas voulu le dire, mais c'est que nous, on a un problème avec notre endettement. Le premier poste, en fait, de notre dépense budgétaire, c'est le coût de la dette, qui est de 900 milliards qu'on paye par année, 80 et quelques milliards par mois. Donc, je veux dire, il y a une autre loi des finances rectificative qu'on nous a envoyée, qu'on est en train d'étudier, et qui, en fait, fait des allocations pour encore réduire ce déficit budgétaire, qui me semble être un déficit énorme. Parce que on s'endette à outrance. L'autorisation de l'endettement sur 2020 est à 1300 milliards sur un budget de 3200 milliards. Vous voyez ce que ça fait. Et puis quand on explique un peu nos soucis par rapport à cet endettement, bon, on dit, mais écoutez, la sous-région, ils n'ont pas... Oui, le gap des 70%, nous, on n'a pas encore atteint. 55%. Le Japon est à 220% d'endettement. Attention. Le Japon est à 220% d'endettement. Un pays émergent. Mais il faut comprendre pourquoi le Japon est à 220% d'endettement. C'est parce qu'il s'endette avec son épargne nationale. Ça dit que le Japon s'endette, il a un PIB, mais il a un taux de croissance zéro.
Le problème, c'est que expliquer qu'on doit aller à 100% d'endettement ou 80% d'endettement de notre PIB avec des conventions internationales à 24% en moyenne. J'ai un peu regardé les charges financières de la dette, 364 milliards cette année, 2020, 271 milliards 2019, d'intérêt sur la dette. Quand on calcule ça, les intérêts. Oui. Quand on calcule ça, on est en moyenne sur 24% d'intérêt. Vous allez dans une banque, vous faites un prêt, vous êtes à 9,5%, à 10%. Oui. Et on nous parle même de 7%, même si en réalité, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. On nous parle de 7%, ce n'est pas le cas. Et puis les crédits ne sont pas longs, parce qu'il faut que l'État respecte le principe de financer ses investissements par des crédits longs. C'est pour cela que moi j'apprécie beaucoup, en fait, la convention, la collaboration qu'on a avec la Chine. Et le système qu'on utilise avec la Chine, avec Exim Bank, est un système efficace. Ils financent aujourd'hui, ils mobilisent leurs fonds, ils viennent, on négocie un système biotique, ils réalisent l'ouvrage, et puis, bon, en fait, ils l'exploitent pendant une période, mais ça ne s'interfère pas dans le budget en termes de charges financières, d'intérêt sur les frais. Et je pense que je l'ai dit à l'Assemblée quand le ministre des Finances était passé pour la loi des finances rectificatives, pour leur demander d'auditer la structure de l'endettement au Sénégal. Moi j'ai l'impression qu'il y a certains financiers, je dirais pas, bon, qui ont un intérêt sur l'endettement. En quoi? Non, je ne peux pas parler, je ne peux pas dire qu'ils ont des intérêts personnels, des intérêts matériels peut-être. Je ne peux pas parler de commission. Mais quand je vois l'endettement à outrance des eurobonds, des emprunts obligataires, des placements au Sénégal, mais je me dis, mais écoutez, qui a intérêt à s'endetter comme ça? Et le Sénégal, c'est vrai qu'il a une bonne signature. Le Sénégal a normalement pour mobiliser 10 000 milliards comme la Côte d'Ivoire au groupe consultatif. Même si on était à 7 000 milliards, on a recouvré les 57% sur l'année 2020. 57% de 7 000 milliards qui tournent autour de 4 000 milliards. Mais en réalité, les 4 000 milliards qui sont placés dans l'environnement des infrastructures au Sénégal, mais est-ce que les Sénégalais... Qui en profitent? Les Sénégalais en profitent. Est-ce que les Sénégalais sentent de cela? C'est ça la question. C'est pour cela que nous, on se trompe souvent dans nos slogans en parlant de taux de croissance à deux chiffres, le taux 7%, 5,9%. Mais ce n'est pas important. Nous avons gagné 18 points au Doing Business. Oui. Mais ça, on va en parler d'ailleurs, mais bien avant, le régime compte appliquer en 2020 les budgets programmes. À votre niveau, quels sont les avantages et inconvénients d'une telle structuration? Bon, c'est vrai que même l'Assemblée nationale a organisé un séminaire avec l'ENA sur la question pour un peu harmoniser sur des points de vue qu'on peut avoir en termes d'analyse et de diagnostic de ce budget programme. Mais il faut comprendre que c'est vrai, c'est intéressant si dans la rapidité de l'exécution du budget. Parce que maintenant, en fait, on a transféré l'ordonnateur qui n'est plus le ministre des Finances. Maintenant, c'est le ministre qui exécute, qui est l'ordonnateur du budget, de son propre budget. Maintenant, les programmes en fait, les fonctionnaires dans les ministères sont responsabilisés. Ils dirigent les programmes et exécutent aussi, eux, leur budget. Mais c'est intéressant, dans l'accélération même en termes de procédures pour les projets de l'État, c'est intéressant, si on le voit de cet angle. Mais il faut comprendre que la Cour des comptes qui doit valider les comptes des programmes, moi je pense que c'est insuffisant. Si je comprends un peu, en termes de jurisprudence... Elle ne sera pas assez solide pour contrôler cette action. Pour la transparence et pour, je veux dire, moi je pense qu'il serait intéressant quand même que l'IGE et l'OFNAC soient intégrés dans le dispositif de contrôle. Oui. Pour que, comme on a responsabilisé maintenant tous les fonctionnaires dans les ministères à gérer le programme, à gérer des milliards, il faut qu'ils rendent compte. On ne peut pas s'arrêter à des états financiers certifiés par la Cour des comptes. Il faut aller vers l'inspection générale d'État qui doit venir vérifier les programmes. Et puis le comité paritaire de l'Assemblée nationale doit pouvoir vérifier également ces programmes-là dans leur exécution, dans la transparence. Les organisations de la société civile, pour la transparence, Transparency International, toutes ces organisations-là, on doit pouvoir les permettre de regarder en fait comment les programmes sont exécutés. Maintenant, s'ils ouvrent la transparence, mais tant mieux.
Mais je pense que s'il ferme la transparence, mais ça va être une porte ouverte pour, je dirais pas l'enrichissement, mais bon, ça peut permettre les détournements de deniers publics. Bon, je dirais pas détournement de deniers publics, parce que, mais je pense que ça peut, parce que moi, au-delà de croire aux vertus il faut créer des contraintes. Moi, je pense que quand on table, en tant qu'homme d'État, on ne peut pas tabler tout le temps sur le vertu des responsables qui dirigent, qui gèrent ces fonds-là. Mais il faut créer des contraintes pour que, même s'ils veulent détourner ces fonds-là, qu'il n'y ait pas la possibilité des garde-fous de les détourner. Maintenant, soit tu vas régler ton problème, parce que bon, voilà, dans ce pays, il y a beaucoup de personnes qui nous ont malheureusement surpris dans beaucoup de choses. C'est pour cela que, bon, vraiment croire aux vertus de ceux qui dirigent, qui gèrent nos deniers publics, bon, je pense qu'il faut relativiser. Oui, tantôt vous offusquez de cet endettement du Sénégal, 900 milliards par année. Partant, quelle analyse faites-vous de la structure de l'endettement? Non, écoutez, moi je pense que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut comprendre que l'utilisation de notre endettement doit être transparente. Parce que la manière dont on utilise l'argent de ce pays, parce que c'est facile de s'endetter. Même quand, dans la consommation, à la maison, c'est facile. Fonctionnaire, je veux dire, un travailleur ex nihilo peut s'endetter. Peut s'endetter pour acheter un salon, peut s'endetter pour acheter un véhicule, peut s'endetter pour même consommer, c'est possible. Oui. Mais bon, attends, il faut voir aussi que l'endettement doit être, je veux dire, la contrepartie de l'endettement doit être un projet d'investissement qui doit créer de la valeur ajoutée. Parce qu'en finance, on vous dit souvent que c'est le compte d'exploitation, en fait, du projet qui doit financer le remboursement de la dette. C'est-à-dire, nous, on doit s'endetter de sorte que tout ce qu'on fera en termes d'utilisation de ces fonds-là, qu'on ait des produits ordinaires ou extraordinaires qui peuvent rembourser cette dette. Ça nous permet de régler le problème des générations futures. Et puis, je pense que dans ce contexte où, je veux dire, le Sénégal a du pétrole et du gaz, vous voyez, maintenant, l'endettement est facile. C'est pour cela que si nous disent que, bon, voilà, on a une autorisation de 1300 milliards cette année au ministère des Finances de s'endetter. Donc, écoutez, on dépasse les 900 milliards. Non, non. Cette année, je vous dis, l'année 2020, on autorise aux emprunts au ministère des Finances. C'est une autorisation, hein, si on vote la loi des Finances, c'est une autorisation du ministère de s'endetter au minimum 1300 milliards sur cette année. Regarde sur 5 ans si on fait 1300 milliards par année. Ça va faire 6 000 milliards, on l'intègre sur la dette des 7 000 milliards qu'on a actuellement, on va aller à 13 000 milliards. 13 000 milliards, ça veut dire on va payer presque, je veux dire 2 000 milliards de dettes de remboursement par année. Et parce que on va prendre le pétrole. C'est là où, en fait, il accélère dans les eurobonds. Parce que le pétrole et le gaz, bon, tout le monde sait, aujourd'hui, tout le monde s'intéresse au Sénégal. Maintenant, bon, la Russie, vous avez vu le sommet avant la passé, qui s'intéresse aux pays africains. Pourquoi? Le gaz sénégalais. Bon, attends. Maintenant, nous, si on avait, c'est une coopération qui nous permettrait, en fait, au lieu de s'endetter, mais d'avoir des investissements lourds qui nous permettent, en fait, d'exporter notre gaz et notre pétrole, mais vous allez voir les différences qu'on fera en termes de produits entre, en fait, ce qu'on aura sur les dividendes du pétrole et du gaz et l'endettement qu'on fera avec les partenaires étrangers. Oui. L'État refuse de parler d'ajustement structurel. Court-on ce risque au rythme où fonctionne le pays? Non, mais écoutez, je pense que ça veut dire que c'est normal parce que, vous savez, moi je comprends, il faut différencier la communication parce qu'ils sont très forts en communication. Je pense que j'ai donné l'exemple du groupe consultatif. Je disais à mon ami directeur général que, bon, voilà, franchement, vous allez là-bas, à Paris, vous discutez, vous faites une grande conférence avec tous les bailleurs, vous leur dites que nous, écoutez, bon, on a besoin de 2500 milliards. Eux, ils vous disent qu'on vous prête 7000 milliards. Ça dit que le triple. Ah, mais d'ailleurs, c'est pas sérieux. Parce que quand on a un projet de 2500 milliards, on n'a pas besoin de 7000 milliards. C'est-à-dire quand on fait un compte d'exploitation sur 2500 milliards, il faut s'arrêter sur 2500 milliards. C'est pour montrer à l'opinion que, voilà, nous-mêmes, je veux dire, on a voulu avoir 2500 milliards, mais vous voyez,
les étrangers ont tellement confiance en nous qu'ils nous ont prêté 7 000 milliards. Ça, c'est une communication politique. C'est pas une communication, je veux dire, technique. C'est une communication politique. Oui, c'est une communication de l'électorat. Et puis, ils l'ont fait à 4 mois des élections présidentielles. Ils ont gagné l'élection présidentielle. Ils l'ont emporté ou bien ils l'ont remporté. Je ne sais pas quel mot utiliser. Mais ce que je sais, bon, voilà. Maintenant, c'est le président Macky Sall qui est président. Maintenant, il n'y a plus de communication politique. On doit dire, dans le contexte actuel, la vérité, je veux dire... Et c'est quoi cette vérité? Et cette vérité, c'est qu'il faut quand même, il faut aller, je veux dire, renoncer à cet endettement à outrance, essayer d'aller vers l'autosuffisance, je veux dire, alimentaire. Ne nous parlez pas de l'autosuffisance en riz. Non, l'autosuffisance... L'horizon 2017 est déjà dépassé. Il n'y a pas de volonté politique. Parce que moi, la zone de Waalo, tout ça, il y a eu 240 000 hectares de terres arables, mais jusqu'à présent, il n'y a que 50 000 hectares qui sont irrigués, tout ça. Si l'État avait une volonté politique pour qu'on ait l'autosuffisance alimentaire, peut-être le terre qui nous a coûté 900 milliards, en termes de projet. Ça, c'est ma conviction. Moi, j'aurais accepté que le terre, qu'on utilise les 900 milliards du terre pour aller financer, je veux dire, l'agriculture dans la zone du Waalo, du Ferlo, tout ça, irriguer la Casamance. Et puis, ça va nous permettre en fait, diminuer nos importations. Mais on vous dit que, comme disait un ami dans un plateau, qui me disait, écoutez, nous, on a atteint le suffisant depuis 2017. Parce qu'on était à 1 million de tonnes, 1 500 000 tonnes de riz paddy, qui est à 1 million de tonnes de riz. Donc ça, on l'a atteint. Je vous dis, mais allez regarder les importations, il faut regarder les taxes douanières du riz. Ça n'a jamais baissé. Ça veut dire, si les taxes douanières ne baissent pas, ça veut dire que l'importation de riz est toujours d'actualité et que les Sénégalais mangent du riz taïwanais. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est une volonté politique très courageuse, de dire que, écoutez, de parler franchement aux Sénégalais, de les parler avec sincérité, de dire que nous, on ne peut pas se développer en subventionnant le riz taïwanais. Il faut que le riz de la vallée, que les Sénégalais puissent manger et utiliser ce riz-là. Ça, c'est une volonté politique. Et l'autre mesure phare, c'est d'interdire l'importation du riz taïwanais par le ministère du Commerce et de voir la réaction des Sénégalais pendant une année. Parce que je me rappelle, il y a eu une période, il y avait une pénurie de riz, mais les Sénégalais, en fait, utilisaient le riz de la vallée pendant 3 mois. Donc ça veut dire qu'ils peuvent utiliser le riz de la vallée pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans. Donc voilà, je pense que c'est une volonté politique. Moi, je crois à l'autosuffisance alimentaire, je crois à l'épargne intérieure pour financer l'endettement. Je ne crois pas à l'endettement étranger. Je crois je veux dire, à la croissance des petites et moyennes entreprises. Parce que la croissance du Sénégal, on nous dit que c'est 7%. Mais c'est quoi là? Si on calcule, la croissance c'est Sonatel, je veux dire Orange, après tu prends Cimenterie du Sahel, Eiffage, et puis tu les calcules, c'est 80% de la croissance. Et puis cette croissance est importée en Europe. Parce que c'est des maisons mères qui importent, je veux dire, les produits de cette croissance. C'est pour cela que si le secteur informel, la croissance du secteur informel, c'est-à-dire les tailleurs, les petits commerçants, les maçons, les petites entreprises, c'est cette croissance-là qui est une croissance exogène et qui peut permettre à l'État, aux populations de sentir la croissance. Donc c'est pour cela que l'État devrait travailler à aider sous forme d'appui institutionnel le secteur informel et d'en faire le premier levier de la croissance économique du pays pour espérer que le Sénégal puisse sortir de cette situation de crise pour ne pas aller à l'ajustement structurel comme vous l'avez dit. Comme on le craint. Bonne nouvelle, avec le Sénégal qui gagne 18 places au Doing Business, quel apport significatif cela peut donner à notre économie? Bon, écoutez, j'ai vu le directeur de l'APEX hier. En fait, il était tout content quand le représentant de la FMI disait que le Sénégal a gagné 18 points. Moi, là, une interrogation que je me suis dit, mais en fait, la ménagère de Kirikoro, ça l'intéresse de voir qu'il y a 18 points que le Sénégal a gagné. Enfin, si aujourd'hui, elle ne peut pas, cette ménagère, aller chercher, en fait, voir son vécu quotidien s'améliorer. Et puis, il faut qu'on arrête d'être content quand les étrangers nous disent que vous avez bien travaillé. Moi, ça me gêne beaucoup en tant que
homme politique qui doit peut-être bon. Moi, je crois que quand même on doit être. Il faut décomplexer nos rapports avec cette situation parce que quand il faut tout le temps que le FMI vienne nous dire mais écoutez vous avez de bons résultats et puis on est content pour dire qu'on a de bons résultats. Mais attends, c'est pas ça. Oui. C'est pas ça. Nous aujourd'hui, il y a des pays africains, le Ghana, le Rwanda, l'Éthiopie. Il y a certains pays africains qui ont pris des options, pas en autarcie, mais qui ont préféré financer leur propre développement que d'aller vers l'évaluation du FMI qui nous fixe des conditions, qui nous fixe en fait avec les APE, qui nous fixe aussi des conditions qui ne nous arrangent pas. Donc moi je pense qu'il faut comprendre que en fait l'environnement économique et l'environnement fiscal, bon c'est vrai que l'État travaille à améliorer un peu le dispositif du risque pays, qui est le premier élément de risque que les pays étrangers utilisent pour un investissement en Afrique ou au Sénégal. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mais ce qui me semble être quelque chose à améliorer, c'est l'environnement juridique. Parce des affaires. C'est au-delà de l'environnement des affaires, parce que l'environnement juridique, notre système juridique, est-ce que notre système juridique aujourd'hui est fiable avec tous ces problèmes que les Nations Unies nous demandent de rectifier et qu'on peine à rectifier, jusqu'à même aller limoger notre directeur des droits humains parce qu'il y a un engagement que l'État n'avait pas respecté. Est-ce que comment les gens regardent notre système juridique? C'est là où il faut faire des pas de géant. Oui. J'ai vu que dans la loi des finances, ils sont en train de faire améliorer l'environnement fiscal, mais quand même, il faut quand même que l'environnement juridique... Il faudrait rehausser la justice. La justice pour que au moins que tout le monde ait confiance à la justice. Oui. J'ai l'impression que quand même, sur ce côté-là, je ne dis pas les Sénégalais, mais je veux dire, même certains investisseurs, bon, quand ils signent un contrat avec une entreprise, mais en fait, le contrat, ça peut prendre une année. Oui. Sur un contrat qui doit prendre un mois, mais il y a tellement de regards qu'ils font sur l'analyse des risques et que ça peut différer l'investissement pour l'année prochaine. C'est-à-dire si on a un système juridique fiable, si regardant ça peut aider à accélérer un peu les conventions internationales et nos relations avec les partenaires étrangers. À propos, quelle est votre réaction après le limogeage de ces deux hauts fonctionnaires qui étaient au niveau du comité des Nations Unies chargé des droits de l'homme? Mais écoutez, moi je pense qu'il faut comprendre que, c'est-à-dire que eux, ils ont défendu une position, en fait, que les Nations Unies avaient recommandé au Sénégal. C'est-à-dire, en fait, c'est la plénière qui les a demandé de donner une réponse sur une question dans laquelle, en fait, le Sénégal même a tardé à donner sa réponse. Parce qu'ils ont fait 10 mois pour donner une réponse sur l'interprétation, en fait, d'une recommandation du comité des droits de l'homme. Mais ils ont donné une réponse, bon, je ne peux pas entrer dans les documents. Soit ils ont donné une réponse pour calmer l'ardeur des Nations Unies, ou bien ils ont donné une réponse peut-être pour faire bonne figure devant les Nations Unies, ou bien ils ont donné un secret qui était prématuré. C'est possible aussi. C'est possible aussi que en fait, ce n'était pas le temps de la réponse. Parce qu'on sortait des négociations entre... Voilà, bon, peut-être la réponse était l'année prochaine, bien c'est dans 6 mois. Donc ils ont précipité à donner une réponse qui viendra. De toute façon, on verra dans 6 mois, dans 1 an, qu'est-ce que va, comment cette question-là va être réglée. Oui. Je pense que bon, il faut trouver quand même une réponse quand même assez crédible par rapport à ça, qui peut rehausser encore l'image du Sénégal. Oui. Alors, honorable, les structures, là où les structures sanitaires manquent de personnel, le ministre de la Santé annonce l'éviction des agents contractuels à la fin du mois d'octobre. Une telle mesure ne risque-t-elle pas de porter préjudice aux populations? Mais vous savez, moi, voilà le secteur dans lequel en fait, on doit même revoir le taux d'investissement dans le secteur. De la santé. De la santé. Parce qu'au-delà du personnel, mais en fait, il faut relever le plateau technique de certains hôpitaux. Oui. Même les personnes, je veux dire, à moyen revenu au Sénégal actuellement, vont se soigner au Maroc, Tunisie ou en France. Je veux dire, je ne parle pas des personnes, je veux dire, qui... Mais ça aussi, bon, attends, ça pose problème. Oui.
Parce que dans un contexte où... Même nos autorités sont évacuées à l'extérieur pour se soigner. Et puis ça aussi, bon, je pense qu'il faut quand même que dans le domaine de la santé, qu'on puisse garantir, qu'on puisse aider les populations à avoir une prise en charge médicale correcte. Qui n'est pas dans les standards, mais comme il y a des maladies vraiment classiques, quand même que le Sénégal doit pouvoir régler. C'est vrai que bon, le cancer, les gens sont en train de faire d'énormes efforts dans le domaine en termes de recherche, mais en termes d'investissement dans ce domaine, mais attends, ça pose problème. Parce que les chimiothérapies qui sont faites ici au Sénégal, quand vous allez dans la sous-région, bon, on évalue un peu les risques. Souvent, bon, attends, on vous dira qu'au Sénégal, vous êtes à 40% de guérison, en France, vous êtes à 70% de guérison, peut-être à 50%, 60% de guérison en Tunisie. Maintenant, bon, il faut quand même que régler ces écarts-là. Parce que je vous dis, c'est des investissements qui ne sont pas très lourds. Hein. Parce qu'une machine de chimiothérapie, bon, attends, regardez, qui calcule le terre en 900, 700 milliards. Une machine de chimiothérapie, ça peut coûter 2 milliards ou 3 milliards, même si c'est 10 milliards. C'est pas, on peut en avoir normalement une dizaine, une vingtaine dans ce pays, mais on ne dira pas que seul Dantec a une machine de chimiothérapie. Ça, c'est pas bien. Et Dalal Jamm aussi. Et puis, voilà, donc je pense qu'il faut quand même, il faut prendre à bras le corps ce secteur-là. La santé, l'éducation, le secteur informel, ça c'est des secteurs qui doivent être intégrés dans les programmes économiques et qui doivent mériter d'avoir un investissement assez substantiel. Oui. Parlons politique. Avec le report des locales, pensez-vous que le président Macky va coupler les élections locales avec les législatives de 2022? Bon, déjà, moi je pense qu'il faut comprendre que malheureusement, on nous a fait entrer dans un dialogue. Mais la question que je suis en train de poser en tant qu'homme politique, c'est s'il faut rester au dialogue, il faut sortir du dialogue. Oui. Parce que si le dialogue doit nous conduire à des compromis pour reporter des élections sans que personne ne dise absolument rien, mais ça pose problème. C'est le cas présentement. Bon, aujourd'hui, moi je pense que nous, notre position est très claire au niveau du grand parti, au niveau de l'opposition et de nos alliés. Les élections, sur le principe de report, nos plénipotentiaires au niveau du dialogue ont accepté ensemble qu'on reporte les élections locales pour des raisons d'efficacité d'organisation, pour des raisons de toilettage du fichier électoral, pour des raisons de... Tout cela après la présidentielle. Voilà, donc, mais ça vaut le coup quand même de revoir le système électoral. Parce que mieux vaut aller dans des élections qui ne sont pas piratées que dans des élections qu'on se précipite à aller dans des élections qui vont être emportées, comme la présidentielle. Parce qu'aux élections présidentielles, il n'y avait pas eu d'élection. Malheureusement. On nous a fait... En fait... Qu'est-ce qu'on avait? Non, on a un conseil constitutionnel qui a bloqué tous les candidats. Une machine qui était là-bas, c'est-à-dire personne ne savait où est le système d'information les critères de... Même la machine, personne ne maîtrisait la machine. Le fameux logiciel. Donc, il y a eu 5 candidats sur 25. Bon, certes, est-ce que c'est les candidats qui pouvaient gagner qui ont participé? Il n'y a pas eu de sélection des candidats qui nous regarde le cas de notre candidat Malick Gakou. Il a été bloqué au parrainage pour 500 parrains qui étaient des doublons. 500 parrains. On avait 52 000 et quelques. On nous dit que bon, il faut changer 500 parrains et que l'article 57 du code électoral était clair. C'est les doublons, on peut les échanger autant de fois qu'on veut jusqu'à avoir le nombre. Mais le président du Conseil constitutionnel, cette vue juridique qui était là, n'a pas voulu l'appliquer. Parce qu'il nous a dit, mais amenez-nous 500, mais sur les 500, s'il y a un qui manque, vous êtes bloqué. Alors que nous, on avait 40 000 en stock. Donc, ces questions-là, les régler après et faire l'élection au mois de juin 2020, ça me semble être raisonnable. Mais je pense que la condition sine qua non qu'on doit refuser, c'est que ces élections ne doivent pas être au-delà de juin 2020. Parce qu'on a 6 mois pour faire tout cela, pour faire respecter le chronogramme de organiser ces élections. Et pour ne pas coupler les élections législatives. Je pense qu'il faut organiser les élections locales au mois de juin 2020 et respecter le calendrier républicain pour les élections législatives
et faire l'élection présidentielle en 2024. Ouais. Sans troisième mandat. C'est ça le chronogramme clair qu'il faut quand même respecter dans le cadre du dialogue national. On y est au devant de l'actualité. Il y a cette histoire du troisième mandat. En examinant le cas Sori Kaba, êtes-vous tenté de dire que le président Macky songe se présenter en 2024? Non, vous savez, moi, en fait, je peux en faire une lecture, bien même une analyse. Laquelle? Parce que le président Macky Sall avait déclaré au palais, je pense qu'il y a un de vos confrères qui l'avait interviewé au palais, après toute l'élection présidentielle, oui. Il avait dit que lui, nul ne peut faire plus de 2 mandats, et que pour lui c'était fini. Je pense que c'est le terme qu'il avait utilisé. Mais Sori Kaba a dit la même chose ce qu'il a dit. Il a limogé. Ça veut dire qu'il a changé d'avis. Moi, c'est l'analyse là que je me fais. Maintenant, le problème, quand on cumule cela avec la jurisprudence parce que le président Macky Sall, quelqu'un me disait qu'il est à son 3e mandat. Parce qu'il avait fait un mandat de 5 ans. Il y a aussi un mandat de 2 ans qui était intermédiaire, parce qu'il avait dit qu'il allait faire 5 ans. Oui. Il a fait 7 ans. Il y a un mandat de 2 ans et un 3e mandat de 5 ans. Donc, je vous dis politiquement, dans l'analyse, un analyste qui me faisait cette analyse-là. Oui. Il nous avait dit qu'il allait faire 7 ans. Il n'allait pas faire 7 ans, il allait faire 5 ans. Il l'a dit aux États-Unis, il l'a dit en France, il l'a dit en Russie, il l'a dit au Japon, il l'a dit partout. Il l'a dit en Afrique. Il a même reçu un prix qu'on lui a donné par son attachement à ne pas s'attacher au pouvoir. Il a reçu un prix là-dessus. Mais au dernier moment, il regarde les Sénégalais yeux dans les yeux pour leur dire, écoutez, moi j'ai voulu faire un mandat de 5 ans, mais c'est le Conseil constitutionnel qui m'a bloqué. C'est comme si, en réalité... Un avis aux allures de décision. Voilà, donc c'est le Conseil constitutionnel, je veux dire qu'on avait élu président de la République. C'est le Conseil... J'aurais compris. En fait, ça c'est une position qu'il a utilisée un peu pour communiquer avec l'opinion. Vous pouvez dire, mais écoutez, si le Conseil constitutionnel m'a empêché d'être candidat, mais par principe et par dignité, et par respect aux populations, je démissionne et j'organise les élections. Vous pouvez le dire, je démissionne, j'organise les élections. Il n'a pas voulu faire 5 ans. Donc aujourd'hui, s'il limoge son directeur des Sénégal de l'extérieur, qui parle de 3e mandat, ça veut dire que bon, peut-être il a changé d'avis. Et maintenant, pour calmer les ardeurs, qu'est-ce qu'il doit faire, Macky Sall? Bon, moi je pense pour rassurer surtout les Sénégalais. Moi j'attends de lui. Vous savez, moi je le souhaitais ne pas... Franchement, ce mandat, c'est parti, c'est déjà parti. On ne peut pas être dans la phase de diagnostic toujours. Il faut dépasser certaines choses. C'est pour cela que nous, en fait, on n'est pas dans le syndicalisme politique. On n'est pas dans une opposition également du cœur. C'est pas important pour on n'est pas dans cette opposition. Mais moi je pense que si j'avais des conseils, bon, à prétention, vous me dites que vous êtes prétentieux de donner des conseils au président de la République, mais si j'avais une recommandation à donner à la majorité, c'est que le président de la République, il devait être l'adversaire de personne sur son dernier mandat. C'est-à-dire il devait démissionner de son parti pour montrer aux Sénégalais que je suis à mon 3e mandat. Il sort de la politique, c'est-à-dire les élections locales ne devaient pas l'intéresser. C'est-à-dire, il dit, écoutez, les élections locales, tout candidat sénégalais qui gagne sa localité, tu travailleras, je t'aiderai à travailler à ta localité. Ça, c'est un discours qui rassure, qui devait rassurer tout le monde. Et que si c'était comporté comme ça, en fait, en réalité, il allait faire un mandat, son dernier mandat, sans problème. Sans problème. C'est-à-dire que les gens n'allaient pas... Mais s'il veut aujourd'hui surveiller ses arrières, en forçant un 3e mandat, mais ça va être compliqué parce que aujourd'hui, moi je pense que la jurisprudence de la Guinée, la jurisprudence de Maître Wade, Aziz a été plus intelligent de la Mauritanie. Il a organisé son Dauphinat tout en sachant qu'un 3e mandat est impossible. Maintenant, s'il force un 3e mandat, moi je pense qu'il sera responsable de tout ce qui se passera dans ce pays. Oui, en hibernation depuis la présidentielle, les candidats malheureux, votre chef de parti, Malick Gakou et tant d'autres s'organisent pour formaliser leur action. En y voyant clair, on a l'impression que ce sont les retrouvailles Wade Macky, la grâce accordée à Khalifa et l'histoire du 3e mandat qui motive cette action politique, n'est-ce pas? Non, écoutez, moi je pense que j'ai regardé la presse ce matin, ils ont expliqué un peu, ils ont fait des reportages sur ces rencontres, mais ces rencontres datent bien avant cette période-là. Parce que je pense que tous les candidats malheureux à l'élection, les candidats à la candidature
malheureux les 27, et les candidats le groupe des 27 se regrouper. En fait, et le président Malick Gakou était même coordinateur de ce front-là. Oui. Pour au moins harmoniser un peu, je veux dire, les positions et poser aussi des perspectives dans la réflexion de la situation économique du pays et le système électoral sur des questions qui nous intéressent nous tous, qu'on s'accorde sur un accord primaire. Je pense que ça n'a rien à voir avec une coalition politique. Je pense qu'il y a quelqu'un même qui a défini ce regroupement-là comme un cadre, comme une coalition qui peut... Écoutez, nous on a fait une coalition électorale avec Idriss Seck aux élections présidentielles. Bon, aujourd'hui, il faut comprendre que nous avons une relation d'amitié avec nos deux partis. Mais nous avons des partis souverains également qui peuvent, aux élections locales, faire des compromis dans différentes localités. Donc, on peut s'ouvrir à tout le monde. En tout cas, je pense que ça, c'est en fait la ligne du bureau exécutif. Mais ces retrouvailles Wade-Macky et cette libération de Khalifa Sall ou bien un potentiel retour de Karim Wade ne vous fait-il pas peur? Non, écoutez, en fait, moi je pense qu'il faut comprendre qu'actuellement, il faut donner le temps au temps. Parce qu'en réalité, on parle de retrouvailles, mais il faut comprendre que qu'est-ce qui va bloquer les retrouvailles et qu'est-ce qui va entraîner les retrouvailles. Parce qu'il y a un compromis qui peut être fait, même pour une guerre. Il y a un compromis, mais le compromis doit mener vers un accord. Maintenant, on est dans la phase de compromis, des amitiés, mais s'il y a des accords sous seing privé, bon, je pense qu'il faut attendre à ce que ces accords-là puissent être visibles dans la réalité pour espérer avoir des... C'est pour cela que moi, je ne pense pas aux retrouvailles de circonstances. Moi, je crois aux retrouvailles de doctrine, aux retrouvailles de conviction, aux retrouvailles de programme, aux retrouvailles de projets de société. Parce que c'est ces retrouvailles-là qui peuvent intéresser les Sénégalais. Mais on retrouvaille pour régler un problème crypto-personnel, bien pour régler, ça peut régler un petit problème. Mais et les Sénégalais dans tout ça, et leurs difficultés dans tout ça, et leurs préoccupations dans tout ça. Le problème, c'est pas de régler, en fait, je vous dis, la stabilité du pays. Le problème, c'est de régler la stabilité des ménages. S'il y a un ami magistrat qui m'a caricaturé la fois passée pour me dire qu'il y a tellement de difficultés que chaque vendredi, je suis obligé de recevoir les époux et les épouses qui sont toujours en... C'est la situation économique, souvent, qui pose ces difficultés-là. Oui. C'est pour cela que, moi, je pense qu'il faut comprendre que, en tout cas, moi, personnellement, je suis pas dans l'optimisme du cœur, même si peut-être on peut espérer être dans l'optimisme de la raison. Parce que la politique, c'est une science du moment également. Je vous remercie, honorable député Malick Gueye. Je rappelle que vous êtes chargé de la formation et de l'encadrement des jeunes du Grand Parti et député non aligné à l'Assemblée nationale. Je vous remercie, madame. Merci beaucoup. Merci à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous ont prêté attention. Grand merci à toute la réalisation. Serigne Aliou Keïta, Amdi Sidibé, Oustaz Assane Diouf pour la réalisation. Excellente semaine à vous. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.